Pour l'actu, très bonne journée. Très bonne journée à vous aussi, Baptiste Berthelin, merci. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, même si l'actualité est parfois lourde, on va débattre de l'actualité avec nos 4 débatteurs. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur à la Sorbonne, s'il vous plaît, et puis vous lancez une nouvelle revue, la nouvelle revue politique. C'est tout nouveau, hein ? C'est tout nouveau, ça sera d'abord un site qui sera mis en ligne dans les prochains jours et ensuite une revue au format papier à partir du printemps 2026. Voilà, c'est-à-dire dans quelques mois. Oui, ça voilà. approche. C'est donc déjà une demain. revue avec beaucoup d'amis universitaires et on va s'efforcer d'analyser le politique sous tous ses angles. Exactement, sous toutes voilà. ses coutures, tout simplement. Et puis vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Aux portes du pouvoir, Rassemblement national, l'inéluctable victoire, point d'interrogation. C'est publié chez Michel Lafon. Tiens, d'ailleurs, il y a un chanteur qui n'est pas d'accord avec vous, il s'appelle Alain Souchon. On va en parler dans un instant. On est aussi avec Rachida Kaout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes conseillère municipale Renaissance à Ivry-sur-Seine. Laurence Saillet est avec nous également. Bonjour. À vous. Chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Et puis Jean-Christophe Gallien, bonjour. Politologue et conseiller en communication. Je le disais, on va débattre de l'actualité, mais avant tout avec vous qui nous écoutez partout en France. Vous nous appelez 0826 300 300, prenez la parole, envoyez-nous des mails aussi, réagissez sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram, sur YouTube. On vous donne la parole parce que ces débats parlent de vous et ils sont là pour vous. Au programme aujourd'hui, est-il encore possible d'insulter plus d'un tiers des électeurs français ? Je ne pense pas que les Français soient assez cons pour élire le Rassemblement national. Ce sont les propos d'Alain Souchon, le chanteur. On va en débattre dans un instant. On va revenir aussi sur cette idée. Faut-il mettre fin au logement social à vie ? On en parlait ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger. C'est un serpent de mer qui revient sur le devant de l'actualité. Est-ce que vous habitez, dans un logement social ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-nous votre opinion. On va parler de ce salon Choose France. Alors, on avait l'habitude de le voir à Versailles avec des grands patrons étrangers. Cette fois-ci, c'est franco-français et c'est plus à Versailles, c'est à la Maison de la Chimie. Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe dans ce pays ? Est-ce que c'est aussi une ambiance de fin de règne du président de la République ? On y reviendra. Et puis enfin, comment ne pas parler de ce qui s'est passé cette semaine à Marseille avec l'assassinat du frère d'un militant contre les narcos, contre les trafiquants. Est-ce que ce sont les trafiquants qui font leur loi en France ? Ce sera notre dernier débat. Mais pour l'heure, je vous propose de réécouter ce qu'a dit le chanteur Alain Souchon, qui évidemment a fait beaucoup réagir. Ça, j'y crois pas du tout. On sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous je voyez un sondage où Marine Le Pen est à 35%? Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Alors, beaucoup de choses à dire et à redire sur les propos d'Alain Souchon que vous venez d'entendre. C'était chez nos confrères de RTL. Vous écoutez Sud Radio, il est 10h06. Est-ce que c'est encore possible d'insulter, quoi qu'on pense d'ailleurs des idées de ces candidats du Rassemblement national, d'insulter plus d'un tiers des électeurs français ? Laurence Saillet. Alors moi, je trouve que c'était maladroit, mais je pense qu'on a encore le droit de dire ce qu'on pense en France. On est toujours en train de dire qu'il faut de la liberté d'expression, que tout le monde peut s'exprimer. La loi encadre, si vous voulez, les choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on a le droit de dire qu'on ne veut pas d'un parti. Du mépris pour les électeurs, je pense que c'était sûrement pas dans son idée. Moi, je n'ai pas de mépris pour les électeurs du Rassemblement national, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez cons pour voter pour eux ? Si je reformule ce qu'a dit Alain Souchon. J'aime pas la formule, mais ce que j'aime pas non plus, c'est comme ça, lui tomber dessus à Alain Souchon parce qu'il a dit quelque chose. Après tout, il a le droit de le dire. Enfin, vous voyez, je veux dire, on peut pas. C'est pas deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que le RN dit on n'était pas assez représenté dans les médias, et c'est vrai, fut un temps, maintenant, il y a un équilibre qui s'est retrouvé, le RN tape sur les uns les autres. Et si un chanteur a envie de dire quelque chose, là, on est en train de lui faire un procès acharné. Enfin, je pense qu'il faut se calmer un peu sur le sujet. Jean-Christophe Gallien. Il y a deux manières de le voir. Je pense qu'il y a un problème de situation d'Alain Souchon
dans le contexte où il exprime quelque chose qui l'éloigne ou qui l'oppose au Rassemblement national, à des idées, à des comportements, à une histoire, peu importe. Ce qu'il décrit d'ailleurs de manière plus profonde dans d'autres sites. Mais là, il embarque avec lui finalement dans sa critique, celles et ceux qui sont potentiellement des sympathisants, des électeurs, évidemment des militants du Rassemblement national. Ça pour le coup, soit évidemment c'est une liberté d'opinion totale, mais soit il est aussi en promotion d'un album. C'est un contexte où, si vous voulez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une dynamique de tournée, une dynamique artistique importante. Je veux dire, aujourd'hui, l'objet Rassemblement national, c'est non seulement un objet politique, mais ça dépasse cet objet politique. On le sait, dans un contexte même de marketing plus élargi et pas seulement politique, dans notre société, on peut jouer avec des concepts. C'est le cas notamment dans l'univers du rap, par exemple. On crée du clash. Là, c'est un peu un clash étonnant d'ailleurs pour Alain Souchon. On l'attendait pas. Cette foule sentimentale à quelque chose qui s'amène là-dessus, c'est un peu étonnant, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a une part de ça, et je pense qu'une part de ça lui est pas dictée, si vous voulez, parce que je pense que profondément, il pense exactement ce qu'il dit. Ben là, c'est ça qui est assez étonnant. Par contre, embarquer les cons, si vous avez un peu le mur des cons, c'est un peu toujours ça. Dire que les autres, ceux qu'on n'aime pas, ceux qui ne pensent pas comme soi-même sont des cons, ça, on l'attendait pas là-dessus. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui écrit, qui raconte des histoires, qui décrit une partie de ce qu'on a vécu les uns et les autres dans nos vies ou dans notre vie. Et là, il bascule dans quelque chose qui est encore une fois plus proche du clash, du rap, dont on sait très bien pourquoi il existe, pourquoi il est là. Et alors, ça le modernise, ça l'amène dans quelque chose qui est beaucoup plus 2 points, voire 3.0 aujourd'hui. Maintenant, on attendait autre chose d'Alain Souchon. Là, je suis un peu déçu par rapport à cette idée-là. Maintenant, il a le droit. Maintenant, aux autres de répondre. Et puis à lui de voir comment, après, derrière, ça lui fait monter ou pas ses ventes. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est vérifié. Le RN, d'ailleurs, n'a pas manqué de répondre, évidemment. Alain Souchon est méprisant, complètement déconnecté, dit Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale. Au-delà de ce qu'il a pu dire sur les électeurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contre-productif si vous vous mettez du côté d'Alain Souchon, qui, on le comprend, espère que le RN rebaisse et qui dit mais attention, si jamais vous êtes assez con pour voter pour lui, je pars en Suisse. Ça donne quand même une espèce d'image particulière, Rachida Kaout. En France, on a toujours eu des artistes engagés. On a toujours eu des artistes engagés, on a toujours eu des artistes qui ont fait entendre leur voix. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a urgence. Je fais partie de ceux qui disent que les Français ne sont pas assez cons pour voter Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, il y a un contexte qui est favorable à la manipulation, on va dire, de nos concitoyens, malheureusement, parce que, la France, elle a des difficultés actuellement. On n'a pas besoin un petit peu de faire le déroulé de tout ce que nous vivons au quotidien. Je pense que les auditeurs le savent. Et moi, ce qui me désole, c'est que comme il n'y a pas d'offre politique aujourd'hui qui est capable de contrebalancer cet extrême qui aujourd'hui peut faire peur, oui, je crois qu'en fait, il a plutôt une responsabilité en tant qu'artiste parce qu'il est très, très entendu. Aujourd'hui, il fait une tournée, donc c'est pas plus mal. Et oui, il faut se réveiller parce que, effectivement, le Rassemblement national n'est pas le parti qui crée la cohésion, n'est pas le parti qui est là pour apaiser, n'est pas le parti non plus qui est là pour faire grandir la France et aujourd'hui offrir à tous ses concitoyens, à tous nos concitoyens, ce dont nous avons besoin. Alors Laurence, ça y est, a envie de réagir. Avant ça, j'aimerais donner la parole à Arnaud Benedetti qui n'a pas encore parlé. Vous savez, il tient les propos qui sont ceux que toute une élite en France tient depuis des années et des années sur les électrices et les électeurs du Rassemblement national. En tenant ces propos, c'est totalement contre-productif parce qu'il ne fait que les renforcer et les consolider dans leurs convictions, voire augmenter le vote en faveur du Rassemblement national. Cette stratégie a échoué depuis des années, elle continue d'échouer, elle continuera d'échouer si elle est évidemment mise en œuvre, même si on l'a vu qu'avec le Front républicain, durant les dernières élections législatives, il restait encore un petit réflexe dont je pense qu'il est en partie un gros réflexe, parce qu'il a inversé très émoussé après ce qu'on a vu depuis un an. Après, pour moi, c'est l'expression, si vous voulez, d'une forme de séparatisme social, ces propos. Quand d'abord, il ne faut jamais insulter les électeurs, quoi qu'ils disent, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. Je veux dire, ça, c'est un premier principe. Et le fait d'être un artiste engagé n'autorise pas tout. Je suis désolé. En l'occurrence, moi, j'ai pu avoir des désaccords avec un certain nombre de votes. Je ne vais pas traiter de crétins et de sombres cons les électeurs qui votent comme ils veulent. Et c'est encore le droit en démocratie, je crois. Ensuite, si vous voulez,
il y a la deuxième partie de la phrase, mais qui est terrible. Où il part? Il part où? En Suisse. Il part en Suisse. Mais vous vous rendez compte ce que ça signifie psychanalytiquement, symboliquement? Il va au pays de l'argent. Ça veut dire qu'on a dans ce pays un mépris social, un mépris de classe qui s'est réveillé depuis des années, qui s'est réveillé d'ailleurs de manière décomplexée au moment de la crise des Gilets jaunes, en l'occurrence, où on a vu un certain nombre de responsables politiques, de leaders d'opinion tenir des propos qui, j'allais dire, suintaient par tous les pores de la peau le mépris social à l'encontre de ceux qui étaient sur les ronds-points. Alors moi, je n'étais pas toujours d'accord avec les Gilets jaunes, en l'occurrence, c'est pas le problème. Mais enfin, à un moment donné, vous respectez les gens. Vous respectez les gens, c'est la base en démocratie. Vous pouvez pas, si vous voulez, exciper un comportement de grand défenseur de la démocratie et puis en même temps aller insulter les gens parce que le vote qu'ils vont émettre est un vote qui est orthogonal des convictions qui sont les vôtres. C'est tout, voilà. Et en les menaçant de partir en Suisse. C'est totalement contre-productif. Laurence Saillé. Alors autant je suis contre la cabale qui est lancée contre lui parce que j'estime qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, autant que quand j'entends qu'éventuellement le fait qu'il puisse dire ça puisse faire baisser le RN, ça me fait doucement rigoler, quoi. Parce que franchement, les gens s'en foutent complètement quand ils vont choisir, quand ils vont aller aux urnes, de savoir si Alain Souchon est pour ou contre le RN. Donc imaginez, on l'a vu avec Trump, que d'unir des artistes, c'est vrai, souvent déconnectés de la réalité des Français, parce qu'ils vivent, si vous voulez, dans une forme d'ouate, après avec énormément de subventions. Et parfois même pour des artistes ratés, parce que ça coûte très cher aux impôts. C'est pas le cas d'Alain Souchon. Non, mais je globalise. Alain Souchon, c'est pas mon obsession. Je pense qu'on peut élargir le débat. Quand on voit des artistes qui touchent des subventions de dingue avec notre pognon et qui, au final, nous expliquent qu'on doit voter pour les uns ou pour les autres, ça, je trouve ça, et là, je vous rejoins, totalement méprisant. On l'a vu avec Trump, hein, ça ne fonctionne pas. Il avait contre lui toute l'intelligentsia. Et ça me fait penser aussi, vous savez, quand il y a eu l'affaire Naël, on a vu tous les artistes soi-disant nous expliquer que c'était un pauvre ange parti trop tôt et que quand c'est des jeunes qui se font tuer sur la route comme la semaine dernière encore pour Matisse, on les entend pas. Vous voyez, donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais penser que ça va influencer les lecteurs devant l'urne, je ne le pense pas. Alors vous aussi, vous avez le droit de dire ce que vous voulez au 0826 300 300. On va retrouver nos débatteurs dans quelques instants. Est-ce que ça dit quelque chose, la déconnexion entre une partie de la population et une autre? On en parle avec vous et on se quitte un petit peu sur une note plus romantique. Tu vois? Cette semaine, réveillez-vous avec Pas de radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry. 0826 300 300. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Arnaud Benedetti, Rachid Akaout, Laurence Saillé, Jean-Christophe Gallien. Je ne pense pas que les Français soient assez cons pour porter le RN au pouvoir. C'est ce qu'a dit notamment Alain Souchon. Alors on en débat plus largement de ces propos parce qu'ils disent aussi quelque chose de ce que pense une bonne partie du pays, des Français de plus en plus nombreux qui votent RN, quoi qu'on dise. Alors tout le monde a la parole et tout le monde a le droit de donner son avis sur Sud Radio, y compris Hugo, tiens, qui nous appelle depuis Alès. Bonjour Hugo. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien, mais écoutez, nous on est ravis de vous avoir au 0826 300 300. Ça vous évoque quoi ces propos et ce débat plus largement? Alors moi, je pense que c'est un malaise politique aujourd'hui et peut-être la peur que le Front National sont. Alors, non, ce n'est pas une censure. Ce que vous venez d'entendre, ça arrive, c'est un problème de téléphone. Hugo, est-ce qu'on vous a retrouvé? Pardon, je m'en étouffe. On va essayer de vous retrouver dans un instant. Apparemment, ça passe mal du côté d'Alès. J'espère qu'il n'y a pas trop d'intempéries. Quoi qu'il en soit, de plus en plus de Français qui ont peur que le RN arrive au pouvoir. Ils n'ont pas entièrement tort. Alors je ne parle pas de la peur, mais en tout cas du pronostic, parce que les sondages montrent qu'il n'a jamais été aussi proche, Arnaud Benedetti. Oui, clairement. De toute façon, la dynamique électorale est en faveur du RN, y compris lors des dernières élections législatives de 2024, où malgré tout, ils ont encore progressé considérablement. Non, mais je voudrais revenir sur la question du mépris. Moi, quand j'avais fait ce livre que vous avez cité, j'avais discuté avec beaucoup de politiques et des politiques de gauche aussi. C'est intéressant de voir, notamment quand on est en privé avec eux, la façon dont ils perçoivent le phénomène. Et il y avait une parlementaire européenne qui me racontait qu'elle était un jour en tournée en région avec Glucksmann et ils avaient rencontré des électrices et des électeurs du Rassemblement national, je crois, dans l'ouest de la France, si mes souvenirs sont bons.
Et il y avait une phrase qu'une des électrices leur avait prononcée, qui est tout à fait révélatrice de ce que ressentent les électeurs et les électrices du Rassemblement national, qui ne sont pas des sous-citoyens, qui sont des citoyens comme tout un chacun. Il faut le dire quand même. Elle avait dit, vous comprenez, c'est la seule formation politique qui n'a pas honte de nous. Donc, si vous voulez, ce sentiment, qui est ce sentiment de déclassement, ce sentiment de mépris, ce sentiment de rejet, est quelque chose qui est profondément inscrit dans la façon dont une grande partie des électrices et des électeurs des classes populaires, mais il n'y a pas que les classes populaires aujourd'hui qui votent Rassemblement national. Il faut le dire, il y a une progression dans les classes moyennes, il y a une progression dans les CSP+, il y a une progression dans des catégories sociales qui, jusqu'à présent, ne votaient pas pour le Rassemblement national. C'est ce qui fait la force de la dynamique. C'est une réaction au mépris de classe perçu. Mais bien sûr, il y a une forme, encore une fois, de mépris de classe qui s'exprime dans la façon dont on parle des électrices et des électeurs du Rassemblement national. Il faut les étudier comme s'il s'agissait finalement d'une espèce tout à fait rare qui n'est pas tout à fait consciente. Qui sont ces gens qui ne votent pas comme moi, qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait et n'est pas consciente de son vote. Ben non, la réalité c'est qu'ils sont totalement conscients de leur vote. On a retrouvé Hugo qui est sorti de son tunnel du côté d'Alès. On vous a retrouvé? Oui, donc ce que je disais, excusez-moi, ça a coupé. Donc qu'ils partent à l'étranger si le RN était demain au pouvoir. Vous parlez d'Alain Souchon. Oui, exactement. Donc j'ai envie de dire qu'il fasse bien comme il veut, que ce soit lui ou les autres. Moi j'ai envie de dire on pourrait partir dès aujourd'hui de son pays au vu de ce qui se passe chez nous. Maintenant concernant les électeurs du RN, j'ai envie de dire que ce sont des gens qui sont en train de se faire duper quelque part parce qu'on va retrouver le même schéma actuel en quelque sorte avec un plus sur l'immigration et toutes ces questions qui n'ont peut-être pas lieu d'être quand on prend un ensemble général de ce qui se passe dans notre pays. Donc il faut rappeler quand même à tous ces gens peut-être que c'est un vote, on va dire, de protestataires qui souhaiteraient voir au pouvoir Bardella ou Madame Le Pen, je ne sais pas. Mais finalement, ils n'ont pas une politique d'ouverture vraiment pour le peuple, pour la société, pour les personnes qui ne s'en sortent pas aujourd'hui. Ils vont plus aller dans une politique à aider toujours les ultra riches. Est-ce qu'on paiera moins d'impôts? J'en suis pas certain. Donc j'ai envie de dire oui, quittons le pays, mais dès aujourd'hui, parce qu'au vu des taxes que l'on paye tous les jours, les TVA qui vont augmenter, tout cet argent qu'on nous demande tout le temps, moi j'ai envie de dire comme les riches, quittons ce pays si on nous taxe encore. Vous allez partir avec Alain Souchon en Suisse, vous si je vous comprends bien, mon cher Hugo. Écoutez, merci en tout cas d'avoir débattu au 0826 300 300. Tout le monde n'est pas d'accord, mais certains sont d'accord avec vous. Tiens, autour du studio, ça fait réagir. Rachida Kaout. Oui, moi je vais dire merci Hugo, parce que la réalité sur le terrain, et je sais de quoi je parle. Je viens de dire quittons le pays, vous lui dites merci Hugo. Non, merci pour le constat. Merci pour le constat, justement, sur le fait que c'est un vote contestataire en grande partie. Parce que, effectivement, tout ce que vous avez dit, Hugo, est juste. Je confirme. Comme je vous le dis, je fais quand même la tournée de la France non-stop. Je suis au plus près de tous nos concitoyens, qu'ils soient de droite, d'extrême droite ou encore d'extrême gauche. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème de quotidien, c'est un problème de pouvoir d'achat, et qui pourra apporter des solutions. Maintenant, Alain Souchon, le fait qu'il parte en Suisse, il est quand même franco-suisse, pour information. Bien sûr. Vous devez affronter la moue dubitative de Jean-Christophe Gallien. Je pense que le problème de ces analyses, c'est qu'elles sont datées. C'est-à-dire qu'on peut avoir la matrice de regard politique, d'analyse politique d'ailleurs d'une partie de la classe politique, mais pas seulement. On est militant, on cherche pas une matrice. Mais là, en l'occurrence, on regarde le Rassemblement national et ses électeurs comme il y a, 15 ans, 10 ans encore. Aujourd'hui, on a basculé dans un autre monde. C'est une réalité concrète, 35%. Alors ça, c'est intention, popularité d'un certain nombre de personnes. Mais quand on creuse un peu davantage, comme le disait Arnaud, on voit bien que l'attrape-tout, la machine électorale et politique qui est devenue le Rassemblement national va beaucoup plus loin dans la société française. Et il va tellement plus loin que, au-delà de ce qu'on dit, c'est-à-dire au-delà du protestataire qui, encore une fois, est très largement daté, excusez-moi, sur le côté, encore une fois, de la compréhension de ce que ça représente. Ça fait fi des évolutions aussi extérieures. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, je ne prends pas une position politique. Je dis, il suffit de regarder autour de nous en Europe, traverser l'Atlantique, comme le disait Laurence, aller un peu plus loin dans d'autres parties du monde.
à l'arrivée au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'antichambre de la relation, et il y en a d'autres qui sont même plus dans l'antichambre, ils sont dans le sas et préparant. Donc là, ça veut dire que même les élites elles-mêmes, économiques, administratives, je parle de la fonction publique, ont déjà basculé pour une partie d'entre elles. Donc ça veut dire que la matrice du protestataire est à la fois un attrape-tout, mais en même temps, elle est très datée aujourd'hui par rapport à la réalité de ce que ça représente. Vous avez 30 secondes, Arnaud. Non, rapidement, mais on sait très bien aujourd'hui que le vote n'est pas seulement protestataire. Ce n'est pas une motivation protestataire qui domine dans les intentions de vote en faveur du Rassemblement national. Il y a un vrai vote d'adhésion et un espoir qui est soulevé par l'offre politique du Rassemblement national. On peut peut-être le regretter ou s'en féliciter, c'est pas le sujet, qui est levé, disons, dans l'offre politique du Rassemblement national. Mais tout simplement pour une raison simple. Vous connaissez, l'offre politique économique? Non, mais attendez, juste non, mais parce une que raison. C'est ça qui est fou, je veux dire. Moi, j'essaye d'analyser la sociologie électorale et les motivations des électeurs. C'est ça qui m'intéresse. Et il y a quand même un point très important, c'est que, si vous voulez, il y a la perception d'un effondrement de la classe dirigeante française depuis 30 ans. Et la question budgétaire de ce point de vue-là est terrible. C'était le dernier totem de compétences qui demeurait pour aujourd'hui différencier le Rassemblement national des autres offres politiques. Il est tombé avec le dérapage budgétaire que l'on a connu ces 2 dernières années. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. On va parler de votre vie quotidienne aussi, en tout cas de celle de millions de Français. Tiens, si vous nous écoutez sur Sud Radio et que vous vivez dans un HLM ou 300, faut-il mettre fin au logement social à vie? C'est ce que veut en tout cas le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. On en débat avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio avec nos débatteurs au 0826 300 300. On débat de l'actualité avec Rachida Kaout, Laurence Saillet, Jean-Christophe Gallien et Arnaud Benedetti. Faut-il mettre fin au logement social à vie? C'est en tout cas ce que veut lancer comme chantier le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. On va en parler avec vous au 0826 300 300 et notamment avec Frédéric qui nous appelle depuis Blagnac. Moins de 8% de rotation dans le logement social en 2023, c'est beaucoup trop peu. C'est-à-dire que 8% des occupants, des logements, ont changé de main tout simplement il y a 2 ans dans les logements sociaux. C'est beaucoup trop peu, c'est ce que disait Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement. Il souhaite désormais mettre le sujet en débat avec des acteurs de la profession. Est-ce qu'il faut concrètement demander à ceux qui sont par exemple célibataires et qui gagnent bien leur vie de quitter leur logement social s'ils commencent à bien gagner leur vie, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux les laisser occuper ce logement? Vraie question, vieux serpent de mer, Laurence Saillet. Évidemment qu'il faut que normalement le logement social ce soit une réponse à une situation particulière à un moment de la vie. C'est pas une rente. Mais le problème est bien plus profond. C'est qu'on attend tout du logement social. On devrait maintenant construire encore plus de logements sociaux alors qu'on est le pays qui a le plus de logements sociaux. Et on est encore dans une pratique, si vous voulez, de l'État nounou. Il faut débloquer le marché du logement pour qu'il y ait des logements accessibles à des prix corrects pour que les gens puissent se loger tout simplement. Ça veut dire quoi, débloquer le marché du logement? Débloquer le marché du logement, il y a plein de manières de le faire. C'est déjà éviter, si vous voulez, la loi anti-squat. Ça débloque le marché du logement. Parce que si vous voulez, les propriétaires, on aura le bol de voir qu'ils peuvent avoir des gens chez eux sans payer de loyer. Sauf que vous avez toujours des histoires de squat absolument révoltantes. À peu près toutes les semaines, on en reçoit encore. C'est vrai. Donc elle ne marche pas encore, cette loi. Elle marche un peu, mais pas suffisamment. Mais en tout cas, si vous voulez, le sujet du logement est un sujet crucial. Aujourd'hui, 1/3 pratiquement des revenus des Français est consacré au logement. Ce qui est énorme, voire 40%. Donc il faut absolument trouver des solutions. Vous savez, quand on a bloqué les locations, parce que soi-disant les logements n'étaient pas assez isolés, on préfère, si vous voulez, laisser les gens à la rue plutôt que d'être dans un logement moins bien isolé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut construire encore et encore des logements sociaux. Il faut permettre de baisser les loyers, notamment dans les grandes villes. Et je trouve que le plafonnement, quelque part, a été une mesure pour laquelle j'étais pas trop OK au départ, mais qui n'est pas une mauvaise mesure, et permettre aux jeunes d'accéder au logement en débloquant l'épargne des plus anciens, par exemple. Ça, c'est un moyen d'aider les jeunes à accéder au logement. Rachida Kaout. Le logement social devrait être un filet social, en fait, temporaire, selon les revenus. Or, aujourd'hui, on constate que ça n'est absolument pas le cas. Moi, je vais parler de la ville où je suis élue, à Ivry-sur-Seine.
plus de 40% des logements, justement, sont des logements sociaux. Et puis, ce que je constate et ce que j'ai constaté, c'est que c'est un outil électoral. Donc, c'est pas l'État nounou. On n'est pas en train de parler de l'État nounou. Nous sommes en train de parler de maires voyous qui pas de la politique encore une fois, mais qui instrumentalisent encore une fois nos concitoyens justement à des fins électorales. Qu'est-ce qui touche aujourd'hui les Françaises et les Français ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat, comment se loger, comment s'habiller, comment payer en fait des activités sportives à leurs enfants. C'est du basique, très simple. Et le logement social aujourd'hui, la Cour des comptes a sorti un rapport sur le sujet. Et effectivement, il n'y a pas de rotation. Et c'est inadmissible, si vous voulez, que des personnes qui ont changé de situation, qui aujourd'hui en fait, donc on va dire, sont confortables et ne répondent plus aux critères d'attribution des logements sociaux, continuent à rester dans un logement social. Alors juste pour être un peu plus précis, quand vous dites qu'il y a 40% de logements sociaux dans votre ville, Ivry-sur-Seine, est-ce que ça veut dire que pour vous, dans ces 40% de logements sociaux, il y a des gens qui y vivent et qui n'ont rien à y faire ? Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Vous seriez prête à leur dire, par exemple, maintenant il est temps de partir, chère madame. Alors, il y a déjà, si vous voulez, il y a déjà tout à fait, c'est très difficile, mais en plus, je vais vous dire, ça existe déjà en réalité. C'est-à-dire que c'est réactualisé. Nous avons la situation donc des habitants des différents logements sociaux qui réactualisent en fait leur situation chaque année. Mais après, sur le fait que ça soit appliqué, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je vous dis que dans certaines villes, c'est plutôt à des fins électorales qu'on utilise cet outil, en plus des subventions qui sont données aux associations. Mais bon. Non mais Jean-Christophe Gallien. Jean Brun, cette idée, Vincent Jeanbrun, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, quel bonheur d'avoir dans ce contexte, on parlait d'un budget introuvable, quelque chose qui est une période comme un marécage politique, encore une fois, ce Covid politique dans lequel on est. Vincent Jeanbrun, il nous fait sortir de cette espèce d'incroyable moment politique où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Donc oui, bien sûr qu'il faut bouger les lignes, mais il faut bouger les lignes parce qu'effectivement c'est économique, vous l'avez dit Laurent, c'est-à-dire que le marché du logement en France, il est complètement... Alors lui, il est complètement délirant. C'est-à-dire que soit on peut pas devenir propriétaire, on peut pas trouver de logement à louer, on est obligé d'aller vers le logement social qui lui-même est fermé. C'est grotesque. Mais pourquoi c'est grotesque ? Parce que là aussi, encore une fois, c'est à la fois cet État mastodonte, mais c'est cet État à la fois central et aussi, on va dire même territorial, qui veut maintenir son utilité. Quand on a du logement social, qu'on fait des projets de ce type, ça veut dire qu'on devient très puissant. On le sait politiquement, c'est un instrument de développement politique depuis des années. La loi, c'est 48, mais elle a été déviée. Et derrière, le marché privé, lui, ne peut pas exister. Parce qu'il est face à une concurrence et une compétition qui, dès le départ, sur les terrains, sur la réhabilitation, sur ainsi de suite, il ne peut pas s'aligner. Soit il s'aligne parce qu'il est beaucoup plus cher, soit il ne peut pas s'aligner parce qu'il y a des préemptions, ainsi de suite. Donc c'est là aussi une décision politique. Donc tout ce mécanisme-là est l'instrument de développement politique, voire pour certains de maintien en position politique, pour certains au niveau de l'État central, de maintien d'une raison d'être de cette partie-là contre le marché, et le marché lui-même ne peut pas exister. Donc plutôt que de faire effectivement du loyer modéré dans le secteur privé, voire de l'accessibilité, comme le propose Jean Brun, sur le terrain du logement social à la propriété dans un contexte équilibré. Ce que font d'autres pays en Europe, par exemple, des voisins que nous avons, ça marche très bien. Et là, vous libérez les énergies privées, vous laissez la possibilité au marché privé d'exister, et il est très en difficulté. Encore une fois, la promotion immobilière aujourd'hui est très en difficulté. Soit elle est haut de gamme, soit elle n'existe pas, soit elle est super bas de gamme, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et donc, c'est délirant. Mais à la base, il faut revenir à cette idée aussi que, pour certains, oui, c'est un instrument de développement politique et de contrôle politique des cités. Mais après, il faut revenir aussi sur un autre problème. On dit beaucoup qu'un certain nombre de quartiers où vous avez du logement social à 100% se transforment en ghetto parce que la situation est trop pauvre, il y a trop de pauvreté, vous avez parfois même un peu de délinquance. Si vous faites partir les quelques habitants de ce quartier qui ont des revenus un peu élevés, vous n'allez pas arranger le problème, vous allez même plutôt l'aggraver. Arnaud Benedetti. Non, mais moi je pense qu'il y a deux contraintes dans cette affaire. La première contrainte, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est qu'il y a un usage clientéliste, bien sûr, explicitement du parc locatif social, en l'occurrence. On construit des HLM pour garder des électeurs. Mais oui, on garde des électeurs, on gère des clientèles électorales, on assigne à leur statut social ces
électeurs, et finalement, ces électeurs sont dépendants de vous. C'est une forme de dépendance que l'on crée. Et ça, il faut la casser, en effet, parce que d'abord, c'est un outil qui est antidémocratique, sur le fond, quand même, comme fonctionnement. Et donc, c'est un vrai sujet, mais c'est compliqué. On le voit bien, parce que ça résiste. Ça résiste du côté des élus, notamment. Deuxième point, il faut aussi casser cette idée qu'un certain nombre de droits sont acquis pour toute une vie. À partir du moment, c'est quand même le bon sens, votre situation sociale, votre situation économique évolue, il est tout à fait normal que les droits auxquels vous aviez le droit, si vous permettez cette redondance, tombe. C'est tout simplement, à un moment donné, quelque chose qui va dans, j'allais dire, le sens de la vie. Ça me paraît évident. Ça peut paraître logique. 0826 300 300 au fil à Blagnac, pas très loin de Toulouse. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Faut-il mettre fin au logement social à vie? C'est la question qu'on se pose. Alors, je dirais qu'il faut prendre le problème un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on a tué malheureusement l'immobilier depuis un certain nombre d'années et le logement social ne peut pas vivre non plus sans les investisseurs. D'accord ? Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune mesure pour les investisseurs. Donc il n'y a pas de création de logements neufs où on hécatombe dessus. Et ça crée également une pénurie au niveau des logements sociaux. Après, les logements sociaux... Aujourd'hui, nous avons à peu près 2 800 000 personnes en manque de logement. Donc il faut créer des logements sociaux, mais encore une fois, l'État ne peut pas tout faire. Et il faut faire recours aussi, je dirais, aux investisseurs pour pouvoir le faire et mettre des mesures en place. Après, quand on a un logement social, ça peut être aussi une période de sa vie, mais une fois qu'on a dépassé les critères d'adaptation dessus, il faut savoir aussi quitter le logement social, le rendre vacant pour les autres. Mais surtout relancer l'immobilier. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un gouvernement qui a tué complètement l'immobilier. On a un marasme total au niveau de l'immobilier. Il n'y a plus aucune mesure incitative pour pouvoir aider les gens à investir dans l'immobilier qui sont créateurs de logements. Et un promoteur va sortir une promotion, mais dans cette promotion, il y a également des logements sociaux. Donc sans les investisseurs, la promotion ne sort pas, les logements sociaux non plus. Vous êtes vous-même promoteur, je crois, Frédéric ? Non, je ne suis pas promoteur, je suis fiscaliste, mais je m'intéresse énormément pour un certain nombre de cas pour mes clients sur l'investissement, bien sûr. Oui, voilà. Et vous êtes bien placé, du coup, pour mesurer que vous avez de moins en moins d'investissements dans l'immobilier aujourd'hui, en tout cas d'investissement privé. Quasiment, sur les 2-3 dernières années, quasiment moins 80% d'intérêt sur l'investissement, du fait du départ de la Pinel, du fait que le statut du bailleur privé qui a été voté dernièrement, mais attendons la loi des finances, malheureusement, on a accouché d'une souris, c'était enlevé de tout sens, et il faut absolument relancer, parce qu'au travers de cela, c'est également l'emploi, c'est 300 000 emplois menacés, c'est 1500 agences immobilières qui ont déposé, 130 promoteurs, bref. Situation difficile, effectivement. Merci Frédéric pour cet éclairage du terrain dans la Haute-Garonne. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on va se retrouver dans un instant. 0826 300 300, on va parler du salon Choose France. Choisissez la France en français. Ce sera plus à Versailles, c'était la Maison de la Chimie. Ce sera plus avec des grands patrons étrangers, ce sera avec des grands patrons français. Est-ce que c'est un signe de fin de règne d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est tout à fait autre chose, une nouvelle stratégie? On en parle dans un instant avec vous tous. Les Chevaliers du Fiel, 17 Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec nos 4 débatteurs, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique, avec Rachida Kaout, qui est conseillère municipale Renaissance dans la ville d'Ivry-sur-Seine, en Ile-de-France. Laurence Saillet est avec nous également, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, et Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Mettez-vous d'accord, tiens, avec nous, 0826 300 300, Choose France. Ah oui, c'est pas beau à dire en anglais, choisissez la France. C'est ce nom de ce sommet annuel voué à attirer les investissements en France, les investissements privés. On était habitué à le voir à Versailles avec le patron d'Amazon, le patron non pas d'Apple mais d'autres grandes marques. Ça, c'était avant. C'est plus à Versailles, c'est à la Maison de la Chimie. C'est plus avec des patrons étrangers, c'est avec des patrons français. On attend quand même plusieurs milliards d'euros d'investissements qui seraient annoncés au terme de ce sommet. Malgré tout, est-ce que le fait de passer de Versailles à la Maison de la Chimie, de ne plus avoir de patrons étrangers, n'est pas un signe aussi de fin de règne d'Emmanuel Macron?
Macron, Laurence Saillet. Alors moi, ça me fait sourire parce que quand Emmanuel Macron le faisait à Versailles, tout le monde lui tombait dessus en disant c'est honteux, l'argent du contribuable, à Versailles, ça coûte trop cher à Versailles. Maintenant que c'est dans le 7e, on lui dit, on peut imaginer que c'est une forme de déclin. Alors déjà, les patrons français se moquent totalement d'aller à Versailles. Ils ont autre chose à faire que d'aller faire des 2 heures de bouchon pour aller à Versailles. Et puis, donc le choix du lieu, si vous voulez, pour moi, n'est absolument pas problématique. Ce qui m'agace plus, c'est qu'on est dans une situation complètement folle. Vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale une machine destructrice de l'entreprise, c'est-à-dire un lynchage de l'entreprise, et de l'autre côté, vous avez, si vous voulez, le président qui n'est pas responsable de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, directement en tout cas, qui va pousser les investissements français. Moi, si j'étais chef d'entreprise, je me demandais si on se fout pas un peu de moi. Donc, j'espère que ce sommet va marcher, j'espère que ça en sortira des bonnes choses, que j'ai envie que ça fonctionne pour la France. Voilà, non, mais je souhaite que tout ceci soit positif, j'ai envie qu'on s'en sorte de tout ça, mais il faut arrêter, franchement, de traiter les patrons avec autant de dénigrement à l'Assemblée nationale. Ça me met hors de moi. Ceci dit, que pense le communicant Jean-Christophe Gallien ? Vous avez un président de la République qui est obligé de parler en anglais, choose France, pour dire à des patrons français de revenir investir en France. Et là, on est tout près de la schizophrénie, mais à 3 entrées quasiment, parce que cette schizophrénie, c'est ce que dit Laurence sur l'idée que d'un côté, voilà, on est dans un mode socialisme avancé, c'est-à-dire que pour le coup, on est quand même dans une école. Et rappelons-nous que nous-mêmes déjà, on part d'une base qui est très socialiste. Notre contexte, il est là. Bon, là, je vais faire mon Trump non plus. On va mais après derrière, c'est quand même. Le Macron low cost, la maison de la chimie. Moi, je suis désolé. Là, ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur parce que, au-delà du côté pratique, la maison de la chimie, les enfants, sur le terrain de la communication, en ronflant de choses. En plus, il y a 2 os, vous voyez, comme ça s'affirmait très fort. Alors qu'on s'est rétréci au point de parler qu'aux Français. On n'a même plus l'ambition de parler aux autres, c'est-à-dire choose France, mais aux Français. Heureusement, est-ce qu'il anticipe l'idée que, comme disait votre auditeur tout à l'heure, comme dirait Alain Souchon, on va s'en aller en Suisse ou je ne sais où pour aller comme d'autres le font ailleurs? C'est très défensif. Alors pour manifestement, les patrons français à qui demandent d'investir en France, ils étaient déjà partis. Si voilà, c'est très défensif. Et j'avoue que pour le coup, moi je suis beaucoup plus critique ou plus ironique que ce que disait Laurence tout à l'heure. La maison de la chimie, c'est pas que pratique, c'est aussi l'aveu, d'une sorte d'échec sur ce terrain-là, mais qui n'est pas tout à fait vrai en plus, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui est fausse, parce qu'il y a des cas concrets de victoire sur notamment l'attractivité. Mais voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais quelle erreur. Trouver un autre lieu parisien, avec un autre message, devenez plus français, assumez le fait d'être français et de faire pas made in France ou ce que vous voulez, mais l'anglicisme appliqué à la France, c'est pas très bon. Rachida Kaout. Bon, eh bien, moi, je vous dirais que on peut. Vous avez l'air gêné. On peut, non, pas gêné. Non. C'est que maintenant, c'est devenu une habitude pour moi d'entendre le Macron bashing, d'entendre en fait effectivement donc tout le temps énormément de politiques, de chroniqueurs taper sur le président de la République. Alors, on peut ne pas aimer le style. Il n'en demeure pas moins que le constat est le suivant. Je dis l'attractivité. Voilà, exactement, bravo. Donc, la France reste un pays attractif. La France reste un pays aussi central au niveau européen. Maintenant, moi, je parle d'indicateurs. Je ne suis pas là pour constater ou encore pour commenter donc la personne, etc. Je vous le dis encore une fois, le bilan d'Emmanuel Macron est sur le long terme. Quand on regarde ce qui a été fait, toutes les réalisations, tous les engagements aussi qu'il a pris, et je ne défends pas Emmanuel Macron. Je ne vais pas revenir sur le déroulé, donc il y a un moment où il faut suivre aussi l'actualité. Mais Dufond, je peux vous le dire, ce qui a été fait. Nous avons attiré énormément d'investisseurs étrangers. Aujourd'hui, notre industrie se porte justement bien et elle continue d'évoluer. On est en pleine désindustrialisation. Je vous dis, on ne va pas débattre sur ce sujet. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Les différentes réformes qui ont été menées également, en fait, ont été bénéfiques à la France. Le taux de chômage a considérablement baissé sous le mandat d'Emmanuel Macron. Il vient de nous augmenter ce trimestre. Je vous donne simplement quelques indicateurs qui sont factuels. Non, maintenant, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, en même temps, je vais vous dire, les fins de règne aussi sont toujours sujets à détestation des présidents sortants. Alors ça, c'est vrai, c'est la réalité. Moi, je ne déteste pas le président de la République, mais vous ne pouvez pas dire qu'on est en baisse du chômage alors qu'on vient de monter de 0,1 ce trimestre et qu'on est en train de remonter le chômage.
Vous êtes en train de parler des derniers mois. Vous êtes en train de parler des derniers mois. C'est pas des derniers mois. Je comprends tout à fait que vous ayez des chiffres en tête, mais malgré tout, quand on explique que l'industrie va bien et qu'on entend des rumeurs de fermeture de la dernière usine automobile d'Île-de-France, celle de Poissy, l'usine Stellantis, quand on entend que l'usine qui fabriquait Blédina, les petits pots Blédina, ferme à Villefranche-sur-Saône parce qu'elle va être délocalisée en Pologne, on n'a pas l'impression que ça aille si bien pour l'industrie. Alors, on n'est pas en train de dire que l'industrie se porte à 100% bien. En revanche, l'industrie, justement, reprend le chemin, si vous voulez, de la prospérité qu'on attend depuis déjà plusieurs années. Et c'est du fait des politiques, justement, qui ont été menées ces dernières années. Alors moi, on ne peut pas m'accuser de détestation du président, parce que quand il fait des choses bonnes, je le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou mauvaises. Donc ça, c'est un argument fallacieux. Déjà, ça, c'est bien. Simplement, la politique économique d'Emmanuel Macron au cours de son premier mandat a été positive pour moi. C'était une politique, certes, de l'offre que je défends, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les choses se passent bien. Pourquoi ? L'instabilité politique, depuis 1 an et demi maintenant, crée un contexte à la fois politique et économique, anxiogène, qui fait qu'on ne va pas dans le bon sens. Le chômage est en train d'augmenter et là, beaucoup d'investisseurs font machine arrière. Donc je pense que c'est pas parce qu'on est pour ou contre Emmanuel Macron qu'on peut pas avoir un raisonnement logique. Allez parler aux chefs d'entreprise aujourd'hui, regardez les tribunes qu'ils ont faites, ils sont inquiets. Donc il faut pas dire que ça va bien. Alors, pardonnez-moi, je tiens tout de même aussi à rappeler qu'on a quand même traversé 3 crises. Vous avez eu la crise du Covid, vous avez eu l'inflation, comme les autres pays européens. Vous avez eu la crise énergétique aussi. Et je suis désolée, c'est factuel. Mais je vous dis tout, c'est factuel, des choses que vous ne sourcez pas. On s'en sort parce qu'on a un pilote à bord. Arnaud Benedetti. J'ai beaucoup de doutes, moi, personnellement, parce que, si vous voulez, on s'en sort à quel point. On est tous là pour douter. Je ne suis pas le seul, je pense, en France. Enfin, il y a beaucoup de Français qui ont des doutes sur le bilan d'Emmanuel Macron. Notre balance commerciale est déficitaire, notre dette publique est aujourd'hui quasiment sous surveillance de la plupart des marchés financiers, avec un risque de dégradation et un risque de crise même sur la dette elle-même. On ne peut pas considérer que le bilan d'Emmanuel Macron sur des sujets où il était censé être le plus compétent de tous les hommes politiques et de toutes les femmes politiques françaises soit à la hauteur des attentes, y compris de ses électeurs, parce qu'une grande partie de ses électeurs ont commencé à déserter et commencent eux-mêmes à douter, y compris dans le bloc central, quand on voit un certain nombre de critiques qui s'expriment. Donc on a quand même le droit de se poser des questions sur le bilan de ce président, et je ne parle pas de la déstabilisation institutionnelle à laquelle il expose quand même le pays, comme rarement un président de la République sous la Ve République a pu le faire. C'est quand même aussi une réalité. Ensuite, moi, sur le choix qui a été fait... Très franchement, c'est une fausse polémique, parce que là, on est en train de parler, entre Parisiens, parce que il faut quand même savoir ce que c'est que la Maison de la Chimie. La Maison de la Chimie, pour la plupart des auditeurs provinciaux qui nous écoutent, c'est dans un des quartiers. La province n'existe pas sur Sud Radio. J'en viens, donc moi aussi. J'ai aucun problème, à parler de la province. Moi aussi, ça n'existe pas. Et c'est pas du tout pour moi périphérique en l'occurrence. Ça fait la richesse de la France, mais c'est quand même un quartier central de Paris. C'est le 7e arrondissement, donc l'un des quartiers les plus huppés de Paris. La Maison de la Chimie est quand même un très beau lieu qui a été en plus on part à la Galerie des Glaces quand même, Arnaud. On va pas dire que tout est légal, parce que sinon à la fin je ne suis pas sûr. Non, mais si vous voulez, s'il faut trouver des signes de fin de règne, je ne suis pas sûr que ça soit dans le déplacement de ce grand événement qui, et de ce point de vue-là, est intéressant, parce que je pense qu'il faut en effet que la question de l'attractivité est au centre, mais c'est pas dans le déplacement de Versailles au 7e arrondissement de Paris qu'il faut trouver un signe de fin de règne. Il y en a bien d'autres, je crois. Eh bien, on verra justement si ça rapporte autant d'investissement que les dernières éditions à Versailles. Et ça mettra tout le monde d'accord. Allez, restez avec nous, mettez-vous d'accord sur Sud Radio. 0826 300 300. Comment ne pas parler de ce qui s'est passé à Marseille ? Un militant anti-narco qui était sous protection, qui était intouchable pour les narcos, voit qui être assassiné ? Eh bien son frère, tout simplement. Plus personne n'est à l'abri. Est-ce que ce sont les narcos qui font la loi en France ? On va en débattre juste après les infos de 11h. Si vous êtes, Marseillais, ou alors Grenoblois, ou alors même Burgien, à Bourg-en-Bresse, où il y a eu des débordements ce week-end, prenez la parole. 0826 300 300, on vous la donne. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 11h30 avec nos 4 débatteurs pour débattre de l'actualité en votre compagnie. Tiens, au 0826 300 300. Nous sommes avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, Rachida Kaout, conseillère municipale Renaissance en Ile-de-France, Laurence Saillet, chroniqueuse politique et ancienne députée européenne, et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Comment ne pas revenir sur ce qui s'est passé à Marseille, cet assassinat absolument scandaleux du frère d'un militant anti-narcos. Le militant était protégé, manifestement pas son frère. Ça s'est passé à Marseille, ça nous pose cette question, ça nous amène à nous poser cette question. Est-ce que ça veut dire que désormais, ce sont les trafiquants qui font leur loi et que plus personne n'est à l'abri dès lors qu'on commence à s'y opposer publiquement? Si vous nous écoutez du côté de Marseille, tiens, 0826 300 300, mais aussi si vous êtes à Grenoble, où un jeune de 12 ans est mort après avoir été assassiné. Nous allons parler aussi de ce qui peut se passer dans d'autres villes, situation qui semble être hors de contrôle aujourd'hui. Rachida Kaout, vous êtes d'Île-de-France plus précisément. Est-ce que vous vous dites que ce qui s'est passé à Marseille aurait pu arriver aussi en Île-de-France ? Partout en France. Partout en France, malheureusement, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le narcotrafic est en train de gangréner notre société. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'est plus dans les grandes villes où justement il est beaucoup plus actif. Il est également en fait présent dans les plus petits villages. Donc aujourd'hui en fait, il y a un changement de paradigme flagrant où le narcotrafic est piloté de l'étranger, de différents pools, allez savoir où, parce que c'est une chasse, c'est une guerre qui est menée, on peut parler de guerre. Et moi, en fait, l'affaire de cet engagé qui voit perdre son frère, m'ulcère. Elle m'ulcère parce que c'est regardez le prix à payer aujourd'hui quand on s'engage, quand on défend finalement un bassin, enfin son bassin de vie, et on peut aujourd'hui, bah oui, tout à fait, on peut aujourd'hui non seulement perdre la vie, mais aussi avoir justement un véritable danger donc qui pend au nez de sa famille. C'est dramatique parce que moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est la dissuasion. Quand on voit ça, en fait, on peut avoir peur. On peut avoir peur tout simplement aussi de remplir son devoir de citoyen quand on est un citoyen lambda. Et là, il y a urgence. Là, il faut même plus que commenter. Il y a une responsabilité morale. Jusqu'où peut aller l'État? Quel accompagnement? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis oui, faut vraiment agir. Oui, la victime s'appelait Mehdi Kessassi. C'était le petit frère d'un militant écologiste marseillais très en pointe contre le trafic de drogue qui s'appelle Amine Kessassi. Jean-Christophe Gallien. Je pense qu'on est face à un moment particulier dans toute cette montée en grade de ce qui est en train de se passer. Bruno Retailleau a parlé de mexicanisation. Je pense que là, pour le coup, on n'est pas dans un narco-État parce que c'est pas la définition, mais par contre, dans la définition qu'on peut trouver dans la mexicanisation, c'est la guerre qui est menée par un contre-modèle à notre système à nous. C'est-à-dire qu'en gros, une contre-société à une société qui est en place avec plein de valeurs. La particularité de la France, j'insiste là-dessus, c'est qu'elle a cette mexicanisation à l'œuvre, des gangs aujourd'hui qui sont très différents de ce qui se passait auparavant, avec des géographies, vous l'avez dit, très différentes. On a un modèle aux États-Unis qu'on peut regarder parce qu'il est très proche de ce qu'on a avec d'autres types de substances, mais c'est pas très loin. Mais on ajoute, nous, un phénomène qui est très important, qu'il faut regarder, c'est que, vous savez, on a mis en place une lutte très puissante, affirmée contre le terrorisme, et notamment le terrorisme islamique. Vous avez en France une particularité qui est très importante à souligner, c'est qu'il y a une perméabilité qu'on retrouve en Belgique, qu'on retrouve aux Pays-Bas, entre les trafics de drogue et aujourd'hui des économies qui sont liées à l'islamisme radical et en partie les montages terroristes. Donc ce point, une fois que ça a été dit, est très important parce que concrètement, après aujourd'hui, vous avez une victoire graduelle de cette économie et de cette contre-société. L'assassinat, l'exécution qui a été faite là, d'intimidation,
soyons clairs, à Marseille, elle a pu être faite parce que on est très à l'aise dans ce système-là. Elle a pu être faite aussi parce qu'il faut le reconnaître aussi concrètement, et là c'est vrai, il y a un travail contre les narcos aujourd'hui qui est un peu plus actif et donc qui mobilise davantage des énergies de contre-guerre de la part du système en face. C'est-à-dire que si on attaque ce jeune homme et si on exécute ce jeune homme, c'est parce qu'aussi on bouge les lignes, qu'il y a un travail qui est fait pour agiter un peu cette cocotte minute qui était très tranquille jusqu'à quelques mois, voire quelques années. Il y avait un travail fait par son grand frère. Non, mais vraiment, mais pas seulement. Il faut reconnaître aussi que notre État a pris en partie conscience de ce qui se passait contre lui dans ces territoires-là. Mais après, une fois qu'on a dit ça, le concret, c'est quoi? Des restaurants, des lieux qui sont asséchés de leur économie pour être rachetés, pour continuer le blanchiment old school, j'allais dire. Oui. Et puis en même temps, la crypto, qui permet aujourd'hui de faire ce qu'on veut avec l'argent, qu'on déplace et qu'on fait, et qu'on valorise et qu'on blanchit de la même manière. Donc, il y a des zones de combat qui sont démultipliées, sur lesquelles aujourd'hui, nous n'avons pas les outils, notamment financiers, pour travailler, parce que le travail judiciaire en matière financière est très compliqué, le travail judiciaire extraterritorial est très compliqué. Et face à vous, vous avez des gens qui vont beaucoup plus vite. Donc oui, il faut agir face à des pays avec lesquels on a des vraies relations plutôt positives ces derniers temps. Le Maroc, il faut discuter avec le Maroc. C'est un point essentiel. Certains États du Golfe, il faut discuter avec eux. C'est un point essentiel. C'est une dynamique géopolitique sur laquelle on doit faire. L'Algérie des aides-mafias, on sait qu'il y a des liens extrêmement affirmés avec une partie de ce pays. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est un sujet qui n'est pas que local, hyper local. Il l'est dans le concret, parce qu'il y a des gens qui meurent dans le local, des gamins qui prennent des drogues de plus en plus. Mais en même temps, vous avez une dimension géopolitique qui ne peut plus être niée aujourd'hui, qu'il faut regarder. Et là, pour le coup, on n'est pas très à l'aise en ce moment. Sauf qu'à un moment où l'État n'a jamais semblé aussi faible, on fait face à une surenchère qu'on n'avait pas vue de certains trafiquants. Comment on peut croire qu'on peut gagner cette guerre, Laurence Saillet ? Déjà, il faut gagner cette guerre. On ne peut pas baisser les bras. C'est pas ma question. Oui, c'est comment on peut croire qu'on peut y arriver. Parce qu'il faut y arriver. Donc, bien sûr qu'il faut y arriver, sinon ça veut dire quoi? Alors en fait, ça veut dire que demain, le prochain dirigeant de notre pays, ça sera un narcotrafiquant. Voilà, non, moi je suis pour... il faut garder éventuellement... Alors déjà, sur le fait que ça se sorte d'un peu des grandes villes, alors moi je suis totalement convaincu que le ministère de l'Intérieur fait le maximum, nos forces de l'ordre et tout. Je ne veux pas du tout remettre ça en cause. Néanmoins, les opérations Place Nette ont amené effectivement à cette délocalisation des points de deal. Alors ça, c'était les opérations menées par le ministère de l'Intérieur où on chassait les trafiquants d'un endroit, ils allaient ailleurs. Ça a eu comme conséquence aussi d'irradier, non, c'est documenté, d'irradier dans des endroits, puisque une fois qu'ils ne pouvaient plus être là, de toute façon, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, ils se déplacent. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de judiciarisation. C'est-à-dire que quand vous êtes mineur en France, vous ne risquez rien. C'est pour ça qu'on met des mineurs sur des points de deal. C'est-à-dire que des gamins, 12 ans, 14 ans, pourquoi ils sont sur des points de deal? Parce que eux, s'ils se font arrêter, ils auront des sanctions qui ne sont pas suffisantes. Donc, tant qu'on ne cassera pas le problème de la justice des mineurs, moi je veux les protéger, ces enfants. Tant qu'on ne cassera pas le problème de la justice des mineurs et qu'on ne permettra pas justement de punir les mineurs à la hauteur de ce qu'ils font, on n'en sortira pas non plus et on gardera des gamins sur des points de deal. Mais c'est multifactoriel, c'est pas parce que je dis ça, il n'y a pas le Yaka Faucon. Non. Mais en tout cas, déjà éloigner les mineurs. Sortir les mineurs de leur zone de résidence, c'est-à-dire la France doit protéger ses enfants. Et aujourd'hui, on laisse des gamins dans leur cercle familial, alors qu'ils sont dans des cercles de trafiquants, qui sortent la nuit. Bon là, en l'occurrence... Le mineur qui a été, celui de 12 ans, là, qui a été tué sur un point de deal, c'était un enfant qui était mineur isolé. Ça aussi, tant qu'on n'arrêtera pas cette immigration massive de mineurs qui, au final, arrivent en France et qui ne sont pas pris en charge, on va faciliter tout ça. Et pour revenir sur le sujet qui était le nôtre, de ce jeune homme qui, d'ailleurs, voulait être policier, qui avait raté le concours de la police, mais qui allait le passer pour la deuxième fois, là, on rentre encore dans autre chose. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un règlement de compte au point de vue trafiquant contre trafiquant. Ce jeune homme a été tué pour ce qu'il représentait, c'est-à-dire être le frère de quelqu'un qui se bat contre le narcotrafic. Donc ça dépasse encore une limite. Tué parce que bon citoyen. Quand même, on en est là parce que la famille est engagée contre le narcotrafic. Donc là, on en est dans les règlements de compte d'intimidation. Et j'espère que cette enquête nous permettra de remonter tout ça. Mais bon...
Oui, si c'est le cas, parce qu'il faut quand même attendre le résultat de l'enquête, c'est en effet un basculement. Parce que ça serait finalement une situation à l'italienne, en l'occurrence. C'est ce qui se pratiquait avec la mafia, notamment en Sicile ou avec la Camorra à Naples. C'est-à-dire, ce sont des assassinats d'avertissement pour ceux qui ont une action civique contre le milieu et contre la mafia. Il y a deux choses, en effet. Moi, je rejoins ce que dit Jean-Christophe Gallien, c'est que, bon, de toute façon, le milieu a toujours été, et la mafia, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peu importe la façon dont on l'appelle, a toujours fait preuve d'une très grande plasticité, et elle s'adapte, et elle anticipe ce que nous ne sommes pas capables au niveau de l'État d'anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle est moins lourde et qu'elle est beaucoup plus mobile, eh ben, elle va, en effet, si vous voulez, chercher des outils, des instruments qui lui permettent de pouvoir toujours gagner plus du territoire, notamment, par exemple, et ce que dit Laurent Saillet tout à fait juste, en utilisant des jeunes mineurs, vu que des jeunes mineurs, en effet, vu que notre arsenal judiciaire n'est pas adapté à cette nouvelle forme de délinquance. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en effet, le phénomène majeur, à mon avis, et la rupture, elle est que dans l'histoire du milieu en France, la réalité, c'est que c'était quand même concentré principalement dans un certain nombre de grandes métropoles. Ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, c'est en effet une prolifération partout. Vous avez des villes moyennes, des petites villes qui sont touchées par ce phénomène. Il y avait un article assez intéressant dans le Figaro là, cette semaine de Madame Samia Soultani qui est à Laval et qui prenait le cas de Laval, qui était plutôt une ville tranquille, une ville paisible jusqu'à maintenant, qui est elle-même une ville qui est aujourd'hui profondément exposée à cette dérive du narcotrafic. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs. Tiens, je vous donne cette information qui nous parvient à l'instant. Volodymyr Zelensky qui est en France et qui annonce chez nos confrères de LCI que Kiev va acheter, je cite, 100 avions Rafale. Alors, quel Rafale et avec quel argent, ça on en reparlera dans un prochain débat, je suppose. Restez avec nous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec vous tous. Vos coups de cœur et vos coups de gueule, entre joie et inquiétude autour de notre compatriote Boualem Sansal. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, partenaire du bateau Rêve à perte de vue pour la 17e Transat Café L'Or Le Havre-Normandie. Chaque jour, vivez au plus près l'exploit. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Avec Arnaud Benedetti, Rachida Kaout, Laurence Saillet et Jean-Christophe Gallien. Dans un instant, les coups de cœur et les coups de gueule de nos 4 débatteurs. Mais avant ça, puisque vous nous écoutez ce matin, vous avez dû vous dire que c'était mieux avant, la situation de notre pays notamment. Eh bien, puisque tout était mieux avant, on vous propose dans un quart d'heure de revenir en enfance. Et avec Gilles Gansman dans Sud Radio Média, on va fêter l'anniversaire de la chaîne Gulli. Voilà, ça leur montrera le moral. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce qui est quand même la bonne nouvelle de la fin de la semaine dernière. C'est cette libération de notre compatriote, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, presque 1 an après son incarcération pour des motifs absolument arbitraires en Algérie. Alors on a envie de vous dire, Arnaud Benedetti, qui était vraiment l'un de ses premiers défenseurs, l'un de ses premiers pèlerins qui défendait le fait qu'on ne l'oublie pas, on a envie de vous dire que vous avez de quoi être soulagé quand même ce matin. Oui, enfin, on est soulagé maintenant depuis son arrivée à Berlin mercredi dernier. C'est un grand soulagement, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur. Il est actuellement à la résidence de l'ambassadeur avec son épouse à Berlin. On a hâte qu'il revienne. Il a pu communiquer avec la présidente du comité de soutien, Noël Lenoir, il y a quelques jours. Et il a manifesté bien évidemment son souhait de revenir très rapidement en France. Parce que je rappelle, avant qu'il soit arrêté, c'était son intention de s'installer et de vivre en France. Voilà. Il faut remercier les Allemands qui ont été extrêmement efficaces dans cette affaire, qui ont joué un rôle absolument déterminant, qui bien évidemment n'ont pas la même relation avec l'Algérie que la France, qui a certainement facilité grandement les choses. Nous, on a toujours pensé que l'usage d'une voie médiane serait absolument essentiel si on voulait aller très 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 vite. Je crois qu'il faut en effet saluer son retour, et sa voix sera encore plus forte qu'elle ne l'était alors qu'il a été incarcéré pendant 1 an. C'est ce qu'on souhaite, parce que c'est quelqu'un qui est très lucide, qui a su alerter sur un certain nombre de dangers qui menacent notamment l'Europe, et il sera extrêmement nécessaire dans le débat public. Et puis on attend bien évidemment sa plume, parce que c'est quand même d'abord, il faut le rappeler,
un très grand écrivain qui, depuis 1999, dissèque sa société, la société algérienne, mais aussi un regard assez lucide sur la société française. Donc pourtant, on a hâte de le revoir très vite à Paris et on l'accueillera comme il se doit, bien évidemment. Et il sera le bienvenu aussi sur Sud Radio, bien évidemment. Où il vient régulièrement d'ailleurs. Où il vient régulièrement et où on a parlé de Boualem Sansal pendant un an, presque toutes les semaines. Jean-Christophe Gallien, malgré tout, sa libération vous vaut un coup de gueule de votre part. Pourquoi ? Il y a deux aspects. Il y a un premier qui est de dire que ce que j'ai pas compris, si vous voulez, dans la manière dont nous avons abordé en tant que Français la situation de Boualem Sansal, c'était qu'on était très ancré dans une relation bilatérale avec l'Algérie, historique. Évidemment, je vais dire juste dans mon deuxième point pourquoi localement aussi, et qu'on n'avait pas compris qu'était l'Algérie aujourd'hui dans un contexte nord-africain et africain qui était très isolé, même par rapport à son ex-grand mentor, la Russie, était en difficulté. Donc je pense qu'il y a une petite erreur d'analyse géopolitique qui était de temporalité qui était complexe, mais qui est expliquée par la deuxième partie de mon coup de gueule, c'est que je crois qu'il y a une victoire de l'État algérien dans cette affaire. Et quand je dis l'État algérien, c'est du clan qui gouverne l'Algérie aujourd'hui, c'est que c'était un message adressé, Boualem Sansal, à mon avis, à la diaspora franco-algérienne, ou en tout cas aux franco-algériens qui vivent en France, qui vivent principalement en France, quelques millions, à qui on a dit, attention les enfants, vous avez chez nous des familles, et vous revenez de temps en temps en Algérie, et vous voyez, vous n'êtes pas aussi connu que Boualem Sansal. Si jamais vous vous comportez mal par rapport à l'Algérie, par rapport à notre système, par rapport à notre président, quand vous reviendrez. Vous savez, on est en diplomatie en ce moment. Il y a beaucoup d'actions d'extraterritorialité quand on s'occupe de ces questions financières, judiciaires, économiques. Voilà, on essaie, notamment les États-Unis, monétaires. Et ben là, c'est une nouvelle manière de faire. C'est une dynamique de surveillance et de totalitarisme extraterritorialisé par rapport à une communauté qui pourtant possède 2 passeports comme Boualem Sansal. On a dit, vous voyez ce qui est arrivé à Boualem Sansal, vous êtes moins connu, vous avez des familles ici, si jamais vous êtes malhonnête au sens des Algériens avec l'Algérie et le président Tebboune, voilà ce qui peut vous arriver. Alors, autre coup de gueule que vous vouliez passer, plutôt une inquiétude d'ailleurs que vous vouliez nous partager, Jean-Christophe Gallien. Il y a quelques années, les Maliens ont chassé les soldats français de la mission Barkhane. Ils les ont remplacés par des mercenaires russes. Résultat, aujourd'hui, la ville de Bamako est littéralement assiégée par les djihadistes. Oui, alors je suis moins dans l'idée que voilà, je tirerai même sur les gens qui ont pris le pouvoir dans les 3 pays, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger. Je pense qu'il y a un enjeu majeur pour nous aussi, un enjeu d'abord parce qu'on a des amis qui sont sur le bord du golfe de Guinée, Sénégal qui est en difficulté en ce moment politique interne, la Côte d'Ivoire qui vient de faire une élection un peu compliquée, mais je pense au Togo en particulier où on a un président qui se mobilise. Il était avec le président Macron justement sur l'affaire du Tchad à Paris très récemment, il est avec la France, moins sur la France mais sur les Grands Lacs aussi, dans l'affaire avec la RDC et le Rwanda. Et je pense que ce président-là doit être quelque part reconnecté avec notre effort français et européen. J'espère qu'il sera davantage français parce que ce qui se passe en ce moment au Sahel et dans les pays de l'AES, c'est pas contre la Russie que je dis ça encore une fois, c'est l'alliance des États du Sahel, Burkina, Niger. Exactement. C'est un sujet qui est prégnant pour cette région, qui est prégnant pour l'Ouest africain et qui quelque part pour nous aussi, parce que si demain par malheur un État islamique, peu importe lequel, toutes ces factions qui existent sont d'ailleurs très atomisées, qui sont des gens qui trafiquent, on parlait de drogue tout à l'heure, c'est parmi les routes principales de tous les trafics de drogue à travers qui nous touche aujourd'hui. Mais c'est les gens, c'est les populations et c'est le terrorisme très facilité qui peut exister. Donc, même si on a eu une difficulté ces dernières années, même si on n'est pas capable aujourd'hui de se connecter avec certains, il faut reprendre la tâche de certains présidents, je pense à celui dont je viens de vous citer, pour ensuite impulser une dynamique collective dans cette zone. On en a besoin très vite, extrêmement vite. Laurence Saillet, un coup de gueule pour terminer très rapidement. Alors, la haute commissaire à l'enfance, Sarah El-Haïry, saisit l'Arcom pour des contenus pornographiques sur Vinted. Tant mieux. Oui, on a bien dit sur Vinted, pas sur Shein cette fois-ci, sur Vinted. Voilà. On peut le saluer, mais moi j'ai envie de vous dire, mais quelle surprise. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tout le temps avec un train de retard. C'est l'informer, vos confrères, qui ont dénoncé ça. Mais où sont les organismes qui surveillent ça? Que fait, entre autres, l'Arcom? Soit c'est des journalistes qui débusquent ce genre de choses, soit ce sont des consommateurs. Ça a été le cas pour Chine, qui a débusqué ça. Mais que fait-on en France, en fait, pour lutter concrètement? Et là, je vais revenir sur l'histoire de la prostitution. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Donc, je vais faire vite. Moi, j'ai envie quand même qu'on se réveille. Bien sûr que la prostitution en ligne existe, la prostitution des mineurs. Il y a 20 000 mineurs
qui se prostituent aujourd'hui en France, et tout le monde laisse faire, tout le monde s'en fout, et la prostitution tout court devrait être un sujet, parce que les femmes qui en sont victimes, ce sont rarement des femmes volontaires, personne ne fait rien. Alors à tous ceux qui disent pour la GPA, oh là là, vous vendez votre corps, on vend le corps des femmes, je ne les entends jamais quand des jeunes femmes mineures meurent dans les bois sans identité parce qu'elles viennent de trafics africains où elles sont prostituées. Et ce qui rejoint d'ailleurs ce que vous auriez voulu dire si vous en aviez eu le temps, Rachida Kaout. Vous vous désespériez du fait qu'on n'arrivait plus à protéger nos mineurs en France. Un mot. Oui, tout à fait. Et Laurence, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nos mineurs, nos jeunes sont en grand danger. La prostitution, c'est catastrophique. Je discutais avec des étudiantes. Oui, mais aussi des étudiants. Des majeurs, aussi, même des majeurs, oui. Garçons et filles. Enfin, plutôt hommes et femmes, si vous voulez. Mais je discutais avec des jeunes, je ne vais pas citer l'université, et il y a des jeunes filles, comme elles n'arrivent pas à se nourrir, elles se prostituent. Est-ce que c'est ça la France qu'on a envie de laisser à nos enfants? Est-ce que c'est ça, en fait, d'être engagé politique et de ne pas avoir de solution pour protéger notre jeunesse? Eh bien, on en reparlera avec vous et on essaiera d'y apporter des réponses. Avec vous, pourquoi pas. Merci à tous les quatre. Jean-Christophe Gallien, Laurence Saillet, Rachida Kaout et Arnaud Benedetti. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On va essayer